Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin. Mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Super contente de te retrouver pour démarrer ensemble l'ascension de cette nouvelle année. Aujourd'hui, on monte les premières marches de 2022 avec la personne la plus good vibes que je connaisse, Awa Diassé. Awa bosse en finance en tant qu'investment associate. D'origine sénégalaise, elle grandit en banlieue parisienne, à Créteil, avant de partir en quête de son destin à travers le monde. Depuis 6 ans, Awa construit sa carrière en finance à l'échelle internationale. Après avoir étudié en France et à Singapour, elle démarre en banque de financement et d'investissement avant de poursuivre sa carrière en fonds d'investissement à Londres, puis à Dakar, pour financer le développement d'infrastructures et d'énergies renouvelables. Awa nous inspire par sa positivité, son énergie combative et contagieuse, tout en nous invitant à nous écouter pour préserver notre bien-être. Spoiler alerte, elle met littéralement l'ambiance à la fin. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Awa, où tu es née, où tu as grandi. Alors, j'ai grandi à Créteil, plus précisément pas loin de la mairie et du lac et du centre commercial, pour ceux qui connaissent Créteil Soleil. Un quartier plutôt cool. On aimait bien aller jouer au lac avec mes amis quand on était petites. Je pense que c'est une ville assez avec pas mal de diversité. Donc c'est vraiment une ville très accueillante dans laquelle je me sens bien. Ma famille vit toujours à Créteil et je suis fière d'être cristolienne. Est-ce que tu peux nous parler de tes parents, du contexte dans lequel ils sont arrivés en France ? Oui. Donc mes parents sont arrivés en France à des moments différents. Ma mère est arrivée en France quand elle avait à peu près 18 ans, il me semble. Donc elle a grandi au Sénégal, elle est issue d'une famille nombreuse. C'est une femme très indépendante, une guerrière, je dirais. Et donc quand elle a eu 18 ans, elle a eu envie d'aller vivre à l'étranger pour faire ses études et pour essayer peut-être d'avoir un avenir meilleur. Donc elle a fait un CAP de coiffure, elle a eu un diplôme de décoratrice d'intérieur, elle a eu différentes activités commerciales et à un moment elle a décidé de monter son propre business, son salon afro-antillais qui marchait super bien quand j'étais plus jeune. Et mon père est arrivé en France un peu plus tard, pendant ses études aussi. Il est venu faire des études d'informatique et ils se sont rencontrés donc à Paris, en France. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai 4 frères. Je suis l'avant-dernière, donc j'ai 3 grands frères et un petit frère. Et on a tous grandi ensemble. On a des écarts d'âge assez importants. Donc j'ai plutôt grandi avec le frère qui a 4 ans de plus que moi et celui qui a 2 ans de moins que moi. Avec tout ça, tu penses que tu étais quel genre d'enfant ? Je pense que j'étais une enfant engagée. Genre, on se rappelait de certains souvenirs avec des amis il y a peu de temps. Et c'est vrai que j'étais toujours celle à relever les injustices, à dire aux gens qu'il fallait pas se laisser faire. Tu sais, dans la cour de récré, t'as toujours la commandante qui ordonne aux gens de faire des choses. Et à l'époque, c'était la mode du sable doux. Je sais pas si tu faisais ça aussi au bac à sable. En gros, tu devais faire du sable doux et tu te râpais les mains. Et je me rappelle qu'une fille, Nora, elle s'appelait, elle a imposé à tout le monde de faire du sable doux. Et moi, je trouvais que c'était de l'exploitation. Et je disais à tout le monde, non, faut pas faire du sable. Donc, je pense que j'étais un peu révoltée. Mais j'étais plutôt sage.
plutôt sage, un peu faux-folle, mais assez timide devant les personnes que je ne connaissais pas ou les personnes adultes. Donc, je sais pas si j'ai un portrait. Je pense que j'étais multifacette. Quel rôle avait ta famille dans ton parcours scolaire ? Alors, le rôle de ma famille, déjà, je pense que mes parents nous ont transmis à mes frères et moi la valeur du travail, l'importance de travailler pour s'en sortir et de travailler dur. Ils nous ont préparés, je pense, au monde de demain, comme on dit. Et donc mes parents m'ont poussé, mais ils m'ont vraiment laissé faire les choix dans le cadre de mes études. Je pense que j'ai été très vite autonome, et c'est vrai que c'était plutôt moi qui leur disais bon voilà, je vais prendre telle ou telle décision, je vais aller en ES parce que j'ai pas envie d'aller en S. J'ai pas eu des parents qui me mettaient la pression par rapport aux études, pas du tout. Ils étaient plutôt ils me faisaient confiance et les résultats étaient là aussi, donc je pense que j'étais très autonome, mais c'était bien aussi de voir le soutien. C'était pas forcément un soutien au niveau des cours parce que ils avaient pas forcément emprunté cette voie, mais de savoir qu'ils m'encourageaient à faire des études et à aller loin, je pense que c'était déjà un grand pas. Est-ce que tu te souviens du premier métier que tu avais envie de faire étant petite ? Je pense que j'ai eu la phase en primaire, maternelle, où j'ai voulu être médecin, pompier, avocate, où chaque mois tu changes de métier. Et je pense que dès le collège, dès la 6e, j'avais pas forcément une idée de métier, une idée précise, mais je savais que j'avais envie de faire de grandes choses, j'avais envie de travailler sur des projets de grande envergure. Je sais pas pourquoi, je pense que j'avais déjà un peu ce truc des projets d'infrastructure, et c'est marrant parce que j'arrivais pas à formaliser, j'avais pas d'idée de métier, parce que finalement il y a mille et une manières de travailler sur ce type de projet et d'être impliqué dans ce genre de grands projets, mais je savais que j'avais un peu une sensibilité au développement, et je pense que c'est aussi lié à mon histoire, c'est lié aussi au Sénégal, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais l'occasion d'aller en vacances au Sénégal, donc je pense que très tôt, j'ai pu constater un peu ces différences de développement entre la France, le Sénégal, entre Créteil et Dakar, et du coup ça a influencé un peu ma sensibilité à ce type de projet. En résumé, j'avais pas de métier précis en tête après avoir passé les phases de médecin, pompier, avocat, etc. Mais c'est vrai que je pense dès le collège, j'avais un peu cette sensibilité aux grands projets de développement. Je savais pas quoi exactement, mais je savais que j'avais envie d'être sur des projets qui permettraient d'améliorer les conditions de vie des gens. Et c'est un peu ça a un peu été, je pense, le fil conducteur tout au long de mes études. Mais comme je te le disais tout à l'heure, en fait, j'avais pas de métier précis, mais j'avais un peu cette lumière qui me guidait. Ça, tu le réalises à partir du collège, c'est ça ? Ouais. À partir de ce moment-là, tu décides de t'orienter dans quelle voie ? Alors, il y a aussi un truc que je t'ai pas forcément dit quand je te parlais du Sénégal. C'est vrai que j'y étais en vacances, mais j'ai passé mon brevet. J'ai fait ma 4e et ma 3e au Sénégal. Et donc, c'est vraiment là, en fait, où j'ai été confrontée, aux inégalités criantes, parce que je pense par rapport à la France où t'as une classe moyenne beaucoup plus développée et où tu es moins finalement confronté à ces inégalités. Au Sénégal, c'était beaucoup plus criant, en fait. C'est quelque chose que tu pouvais voir, c'était très palpable, et je pense que c'est ça vraiment qui a accéléré en fait cette envie et ce besoin de m'orienter vers cette voie. Et donc j'ai passé ma fin 4e et début 3e au Sénégal, et ensuite en seconde, donc j'étais à Paris, à Créteil, au lycée Saint-Exupéry, et en plus j'aimais beaucoup les cours d'éco, d'histoire, donc tu vois, ça avait aussi un peu un lien avec ça, et je pense que j'ai continué à cheminer vers cette voie
sans avoir de métier précis, mais je pense que mon envie de travailler sur ce type de projet s'est renforcée à cette époque. Et donc j'ai fait le choix d'aller en ES parce que je trouvais que ça me correspondait plus. J'avoue que les maths et la physique, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus dans la vie, et j'aimais beaucoup l'histoire, les sciences économiques, et je pense que ça m'a aidé après aussi, et ça m'aide aujourd'hui dans l'activité que j'ai actuellement. Quand est-ce que tu as compris que tu voulais bosser en finance ? Je pense que c'était pendant mon année d'échange à Singapour. Donc, je vais peut-être un peu parler de mon parcours si tu veux, mais donc j'ai eu mon bac ES. Donc j'étais au lycée Saint-Exupéry à Créteil, et suite à l'obtention de mon baccalauréat, j'ai été en classe préparatoire, et après avoir fait la prépa, donc j'ai intégré une école de commerce, Grenoble École de Management, et donc j'ai passé ma première année sur le campus de Grenoble, je crois que c'était 7 mois, et j'avoue que moi la neige, tout ça là, c'est pas trop mon truc. Donc en allant à Grenoble, je me suis dit comment je fais pour passer le moins de temps possible sur ce campus. Plus sérieusement aussi, j'avais en étant admise à Grenoble, je m'étais un peu renseignée sur les programmes, et j'avais vu qu'il y avait un programme sélectif, un double diplôme qui permettait d'aller étudier 1 an à l'étranger. Soit à Londres, à Pékin ou à Singapour. Et je m'étais dit on va tenter Singapour, mais sans grande conviction en fait. En plus, il y avait 5 places, je crois qu'on était 200 à postuler. Je m'étais dit de toute façon, je serais pas prise, donc j'avais mis Singapour en premier, et finalement j'ai été prise. J'avoue que j'ai eu des crampes au ventre. Là, je me suis dit comment je vais financer tout ça sur le coup, et finalement j'ai trouvé des solutions. J'ai passé cette année j'ai fait un master in international business à Singapour pendant 1 an, et dans le cadre de ce master en fait j'ai eu l'occasion de discuter avec des professionnels. Je leur avais un peu expliqué mon souhait de travailler sur ce type de projet, et en fait c'est vraiment le fait de travailler avec des personnes d'échanger avec des personnes qui étaient insérées dans le milieu professionnel, qui m'a aidé à affiner mon projet et à trouver une cohérence avec les études que j'avais faites aussi, parce que à un moment j'avais l'impression qu'il fallait forcément être passé par une école d'ingé pour pouvoir travailler sur des projets d'infrastructure, et en échangeant avec ces professionnels, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien sortir d'école de commerce et être aussi impliqué sur ce type de projet. Un point aussi, c'est que durant mes études, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une association qui s'appelait Fratelli à l'époque, et qui s'appelle aujourd'hui Article 1, qui œuvre en faveur de l'égalité des chances. Et le but en fait de cette association, c'est de mettre en contact, de créer un système de parrainage entre des étudiants boursiers issus de milieux modestes. Donc à l'époque, je crois qu'il y avait un critère de mention. Moi, j'avais eu la mention très bien au bac, et il m'avait contacté dans ce cadre-là, et on m'avait mis en contact avec un professionnel qui exerçait dans un milieu proche de ce que je souhaitais faire. Donc j'ai été accompagnée par quelqu'un qui s'appelle Cosimo, qui était économiste et qui travaillait dans les affaires étrangères, et donc il m'avait aussi pas mal aidé à me poser les bonnes questions. Il m'avait introduit à certaines personnes, et je pense que ça m'a vraiment aidé à affiner ce projet professionnel, et à poser des mots en fait, parce que quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, pour moi c'était un peu une source de stress, parce que j'avais pas un métier qui sortait directement, tu vois. Je disais moi j'aime bien les grands projets, mais bon, quand tu dis ça veut tout dire et rien dire. Et suite à mon année à Singapour, j'ai découvert que je voulais faire du financement de projet. Là, j'avais un mot, j'étais trop contente, tu vois. Quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, là, je pouvais sortir quelque chose de concret. Et en ayant ce mot, finalement, ça m'a aussi aidé après dans mes recherches à encore plus affiner. J'avais un mémoire à faire
dans le cadre de ce double diplôme, et j'avais décidé de trouver un sujet de thèse en lien avec le financement des infrastructures. Et donc pendant cette année de césure, j'ai encore plus affiné ma connaissance du secteur. J'ai fait en sorte d'avoir des stages dans ce secteur, et là vraiment ça a conforté mon envie de travailler dans le domaine des infrastructures. Donc, tu nous as dit que tu avais fait une prépa, puis que tu avais intégré Grenoble École de Management. Mm-hmm. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi d'un point de vue financier? Donc, à la fois pour la partie logement, à la fois pour le financement de l'école. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les solutions financières? Ouais. Déjà, moi, j'ai été boursière de l'enseignement supérieur. J'avais une bourse, et en plus de ça, comme j'avais eu la mention très bien au bac, j'avais eu une bourse au mérite, je crois que ça s'appelait comme ça, et donc j'avais 200 € par mois de bourse de mérite en plus de la bourse que j'avais. Donc ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis de couvrir une partie de mes frais de logement et des frais annexes que j'avais pour acheter mes fournitures ou autres. Et en plus de ça, en fait, tous les étés, je faisais en sorte de travailler pour avoir de l'argent de côté pour couvrir mes frais pendant l'année scolaire. Donc quand j'étais en prépa, l'été où j'ai passé les concours, j'avais un job d'été de rêve, by the way, où en fait j'allais en vacances avec une famille, je gardais les enfants, donc je travaillais mais je découvrais des lieux trop cool, la famille était adorable, j'étais un peu comme la grande sœur des petits, je me sentais vraiment bien, et donc j'étais aussi payée, et ça me permettait d'avoir des sous de côté, donc il y avait la bourse, les jobs d'été, mais en plus de ça, donc pour financer les cours en école de commerce, j'avais fait un prêt étudiant. J'avais pas forcément envie de faire un prêt, mais en vrai j'avais pas d'autre solution parce que les frais de scolarité s'élevaient quand même à plus de 10 000 € l'année. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais emprunté, je crois, le montant nécessaire pour toute la durée de mes études. C'était 3 ans plus une année de césure, donc je pense que j'avais fait un prêt de 30 000 €, un prêt étudiant. Mais en faisant ce prêt, je m'étais dit, je vais quand même essayer de faire de l'alternance, parce que déjà l'alternance, je pense que c'est génial pour s'insérer dans le monde professionnel. Et en plus de ça, je serais payée et je pourrais payer une partie de mes études. Mais je voulais pas avoir un stress. En fait, moi, je voulais pas pendant mes études devoir faire prendre des décisions contraignantes ou choisir une voie. Je voulais pas que l'aspect financier soit un frein. Donc c'est pour ça que j'avais emprunté vraiment le maximum pour couvrir ces frais, tout en me disant que si j'avais la possibilité de payer de moi-même une partie, finalement c'est toujours de moi-même, mais si j'avais la possibilité de rembourser plus tôt, je le ferais. Parce que j'avais pas forcément envie de commencer ma vie avec une grosse dette, et donc j'avais fait un prêt. Et l'aspect aussi qui est un peu problématique dans le cadre des prêts, c'est les histoires de garants. Donc j'avais eu la chance avec l'école, on avait un partenariat avec une banque qui proposait des prêts sans garant, et donc j'avais pu obtenir un prêt comme ça, mais je m'étais pris quelques petits refus avant par d'autres banques, et le fait de trouver un prêt sans garant, ça s'est vraiment fait par hasard. Tu sais, à la rentrée en général t'as les banques qui viennent faire leur pub à l'école, et moi j'en avais marre de parler aux banquiers là, parce que je m'étais pris plusieurs vents, et finalement il y en a une qui m'avait présenté cette proposition. Ça s'était fait de manière très très simple, et ça m'a permis finalement de faire mes études tranquillement, sans stress. Moi j'avais vraiment emprunté pour les frais de scolarité, j'avais pas pris en compte les frais de vie parce que j'avais ma bourse et mes jobs d'été, et je me disais qu'en travaillant l'été je pouvais mettre assez de côté pour pouvoir avoir de l'argent de poche pendant l'année, faire des babysitting aussi. En école de commerce, on avait il y avait une association qui proposait des petites missions aux étudiants, donc ça permettait aussi de se faire un peu de sous. Mais j'ai limité au maximum l'emprunt que j'avais à faire. Ok, ça t'a permis de couvrir ton voyage à Singapour aussi ? Oui, une partie. En fait, le voyage à Singapour, je pense que je l'ai plus couvert.
tu vois, on avait les frais de scolarité à payer, donc c'était ce qu'on payait pour GEM en fait. Mais là, en fait, c'est plus les jobs d'été que j'ai eu avant de partir. Je me rappelle, j'avais travaillé vraiment tout l'été. J'avais 3 mois, donc j'avais fait un stage, j'avais fait 1 mois de babysitting. Ensuite, j'avais travaillé comme vendeuse, enfin comme commerciale là, dans une banque où je préparais la rentrée des étudiants et ouais, je m'étais un peu mis un gros coup d'accélérateur. Donc j'avais ma bourse. Et sur place à Singapour, j'avais aussi trouvé une famille d'expatriés. Je me suis dit, j'arrive, il faut que je trouve un petit travail, parce que j'avais pas envie j'avais envie de voyager, j'avais pas envie d'être contrainte par l'aspect financier, mais on trouve toujours une solution. J'étais tombée par hasard sur un site internet d'expatriés qui postait des annonces. J'avais trouvé une famille et 2 fois par semaine, je gardais les petits quand les parents sortaient, ça me faisait mon argent de poche pour mes sorties et finalement, c'est vrai que j'étais très stressée quand j'ai su que j'ai été prise au programme à Singapour parce que vraiment, quand j'ai eu le résultat, ma première réaction, ça a été de se dire merde, comment je vais payer ça? Parce que en fait, j'avais postulé sans grande conviction. Je me disais il y a peut-être moyen, mais bon, c'était en mode postule et tu verras, tu vois. Et c'était assez stressant, mais finalement, je pense que j'étais tellement stressée par l'aspect financier que j'ai mis des choses en œuvre pour que ça ne soit plus une source de stress, et ça s'est très bien passé. J'ai pu voyager, j'étais en coloc avec 3 autres personnes qui étaient pas du tout issues du même milieu social que moi, mais on vivait ensemble en harmonie, on a voyagé ensemble, et le fait d'être boursière ou de venir de Créteil n'a pas été un frein pour moi, au contraire. C'est très intéressant ce que tu dis, et je pense que ça peut aider pas mal de personnes, parce que justement des personnes qui peuvent se mettre des barrières par rapport à l'aspect financier. Et effectivement, ton parcours et ton expérience montrent que, alors, ça représente des coûts très conséquents. Ouais. On va pas se le cacher, mais il y a toujours des solutions. Elles peuvent arriver tardivement, même en chemin, comme tu l'as montré avec cet exemple de prêt que tu as pu obtenir sans garant. Donc voilà, c'est compliqué, c'est source de stress, j'imagine. C'est source de stress, mais tu vois, je pense que c'est vraiment important en fait, l'accès à l'information peut être difficile. Et je pense que c'est pour ça que je trouve que ton initiative est géniale, en fait, parce que le partage d'expérience permet de se rendre compte de solutions. Tu vois, les prêts sans garant, les banques vont pas non plus le crier sous tous les toits, mais ça existe. Il y a plein d'autres initiatives, les jobs étudiants. C'est vrai que parfois c'est difficile de concilier job étudiant et études. Quand j'étais en prépa, clairement c'était pas possible, je n'avais pas le temps. Mais du coup, l'été, on a la possibilité d'avoir des petits boulots. Je pense qu'on est quand même dans un pays où on a la chance d'avoir tout un système en place pour favoriser les études des gens. Voilà, il y a plein d'autres pays où les gens n'ont pas accès à ça, et donc c'est important aussi de pouvoir exploiter ces opportunités qui se présentent. Alors je dis pas que c'était facile, ça a pas été facile. J'ai eu des moments où j'étais découragée, des moments où j'étais énervée. Ça, c'est pas plaisant d'avoir passé les concours et de devoir se taper des discussions avec plein de banques pour obtenir un prêt étudiant. Mais bon, on doit passer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai dû passer par là. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc, je pense qu'il faut y aller aussi avec du culot et être optimiste, ne pas hésiter à poser des questions, à demander de l'aide, à se renseigner sur Internet, vraiment à contacter des étudiants qui sont passés par là, parce que c'est vraiment en échangeant qu'on peut avoir accès à certaines informations qui sont cruciales, en fait, et qui permettent de faire la différence. Mais je pense vraiment qu'on est dans un pays qu'on évolue dans un pays où l'aspect financier peut représenter un frein, peut faire peur, mais je pense que c'est pas un vrai frein, parce qu'il y a des solutions qui existent. On parlait des écoles de commerce avec l'alternance. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait leurs études en alternance, qui se sont insérés très facilement dans le monde professionnel, qui étaient rémunérés, qui avaient l'école payée. Il y a aussi pas mal d'écoles d'ingé qui sont gratuites. Ou sinon, il y a la fac, de grandes universités
universités qui sont aussi très bien. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à toquer à plusieurs portes. Ce qu'on peut conseiller, c'est de ne pas se poser de questions, d'y aller et de voir ensuite comment est-ce qu'on peut résoudre. Moi, c'est un peu mon tempérament. Alors, je vais pas mentir, souvent ça s'accompagne de beaucoup de stress. Tu vois, je pense que pendant mes études, j'étais assez stressée, et même au travail au début. Mais le stress ne m'empêche pas d'y aller quand même au culot. J'y vais, je stresse quand même, mais finalement, ça finit toujours par bien se passer. Tu vois. Donc moi, c'est un peu vise la lune et au pire, Inch'Allah, on verra. On atterrira forcément quelque part. Oui, voilà. Et en fait, à chaque fois, ça finit par bien se passer. Mais pour l'exemple de Singapour, c'est sincèrement, j'y croyais pas, tu vois. On était 5 étudiants. Je me disais, pourquoi est-ce qu'on me prendrait moi? Et finalement, quand j'ai eu la réponse, j'y croyais à peine. Et je me suis dit, j'étais vraiment stressée. Je me suis dit, mais Singapour, c'est à l'autre bout du monde. Je savais même pas à quoi ressemblait un Singapourien. Tu vois, moi, je me suis dit, allez, c'est exotique, on met Singapour. Et finalement, je regrette pas d'avoir fait ce choix, puisque je pense que ça m'a changé. Ça m'a permis d'avoir une ouverture, de vivre 1 an en Asie, tu vois, j'ai une anecdote que j'ai trop envie de partager, mais quand j'étais à Singapour, j'ai eu la chance de voyager plusieurs fois en Malaisie. On avait fait un petit trip avec des potes sur une île qui s'appelait Tioman, je crois. Et on a fait du snorkeling. Donc c'était un endroit où on avait des requins, des Nemo, des poissons violets, et j'étais dans l'eau. La première fois de ma vie que je faisais du snorkeling, j'ai vu un poisson violet passer et j'ai eu une pensée pour Créteil. Et je me suis dit, putain, tu vois, Créteil. Et là, je suis en Malaisie, au milieu de requins, dans une eau transparente. Mais tu vois, c'était une pensée de Créteil, mais en mode... je suis quand même fière, tu vois. Même si on n'y pense pas souvent, je pense que parfois des personnes de mon profil ont tendance à se mettre beaucoup de pression et à toujours regarder la prochaine, le prochain truc à atteindre. Mais parfois, ça fait du bien de regarder derrière et de se dire, ah, quand même. Et je pense que quand j'étais dans l'eau, là, en Malaisie, j'ai pensé directement à Créteil et je me suis dit, ah, franchement, ça fait plaisir. Écoute, moi aussi, ça me fait plaisir d'entendre ça. En plus, je sais pas si c'est une coïncidence, mais Créteil, ligne 8, violet, écoute, les planètes sont alignées. Créteil représente. Ouais. Alors, je reviens très rapidement sur ce que tu disais sur l'accès à l'information. Ouais. Que je pense, alors c'est un point que je trouve très important. Et je reviens notamment sur ce que tu disais par rapport à Fratelli, maintenant article 1. Et pour moi, c'est typiquement un exemple de ressources à disposition des étudiants, notamment des étudiants issus de milieux assez compliqués, de milieux défavorisés, de milieux populaires. Et c'est le genre d'initiative qui n'est pas forcément connue. Ouais. Je pense que c'est vrai qu'article 1, ex Fratelli, quand ça a commencé, je crois qu'ils accompagnaient une dizaine de personnes. Donc en fait, c'était Boris Valbaum, qui est un des fondateurs, qui avait créé ça avec une bande d'amis, en fait. Je pense qu'ils venaient plutôt de milieux privilégiés et ils s'étaient dit, on va accompagner, on va mettre, à disposition notre réseau et nos compétences au profit de personnes qui ne l'ont pas dans leur entourage. Et au fur et à mesure, ça a grossi, ça a pris de l'ampleur. Moi, j'ai eu mon bac en 2009. Donc quand j'ai rejoint Fratelli, je crois qu'on était 400 à être accompagnés. Et aujourd'hui, c'est des milliers d'étudiants qui sont accompagnés, pas seulement en Île-de-France, mais dans toute la France. Il y a aujourd'hui aussi je crois qu'ils ont gagné un appel d'offres pour mettre en place un programme qui s'appelle 1 à 1 et qui permet en fait à n'importe quel professionnel de s'inscrire sur une plateforme et d'accompagner de manière ponctuelle un étudiant pour répondre à des questions précises. Donc c'est génial et effectivement, je pense qu'il devrait y avoir encore plus d'initiatives comme ça, vraiment pour faire circuler l'information, parce que les personnes qui viennent de ces milieux privilégiés ont souvent ces codes, s'échangent les infos. Quand on a le papa qui a fait HEC, l'ENA, la maman Sciences Po, finalement pour l'enfant qui baigne dedans, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple. Et donc ces initiatives-là, elles permettent de rendre accessible l'information à des gens qui ne l'ont pas forcément. Moi, ce que j'essaie de faire
au-delà d'article 1, en fait, c'est de parler avec les jeunes de mon quartier, les cousins, les cousines d'amis, pour leur expliquer que oui, la prépa ça existe. Encore une fois, je pense pas que la prépa ça soit la seule voie pour y arriver, mais bon, moi je parle de mon expérience, mais vraiment ouvrir les horizons avec mes neveux, mes nièces, pareil, leur parler leur montrer que c'est possible d'aller étudier à l'étranger, vraiment ouvrir les horizons et se dire qu'on n'a pas à être cantonné à notre banlieue, même si je suis très fière de mes origines et très fière d'être née et d'avoir grandi à Créteil. C'est bien Créteil, mais c'est bien d'aller voir aussi ailleurs pour revenir avec une autre perspective et se rendre compte aussi que tout ne fonctionne pas comme le lieu où on a grandi. C'est important de découvrir d'autres façons de penser, d'avoir accès à de découvrir de nouveaux codes. Et voilà, je pense que l'information doit circuler, et avec ton initiative aussi, je pense que c'est un peu la même démarche en fait, montrer que oui, c'est possible, mais c'est possible aussi quand on a accès à l'information et quand on peut en fait s'identifier à des personnes qui viennent du même milieu et qui ont pu s'en sortir en quelque sorte. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'encourage les étudiants qui écoutent à se renseigner sur Article 1. Je mettrai les infos dans la description de l'épisode. Je trouve que c'est une asso qui fait un travail remarquable et il faut vraiment pas hésiter à aller voir ce qu'ils font, qu'on soit étudiant ou déjà dans la vie professionnelle. Ouais. Et un truc que je recommanderais aussi, aux personnes qui se sentent motivées et qui ont envie de le faire, c'est de retourner en fait dans leur lycée ou dans leur collège pour aller témoigner, parce que ça c'est fort en fait de dire aux étudiants écoute, il y a 5 ans, 6 ans et 10 ans, j'étais assis là où tu étais assis. Je pense que ça parle. Moi, je l'avais fait quand je crois que j'étais déjà en école de commerce. J'étais retournée dans mon lycée à Créteil. Donc durant un cours d'éco pour dire aux élèves voilà, moi aussi j'ai galéré comme vous, moi aussi je me posais des questions, et ça leur permet un peu de s'identifier et de se dire mais c'est possible en fait, cette fille elle est pas plus intelligente que moi, elle est pas plus elle a pas forcément plus de moyens, elle s'en est sortie, donc pourquoi pas moi. D'ailleurs, ça me fait penser à, je crois que c'est l'ESSEC qui a une association qui œuvre en faveur de l'égalité des chances aussi, qui s'appelle Pourquoi pas moi. Et ce pourquoi pas moi, en fait, je pense qu'il est très puissant. Et retourner dans son lycée, parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément le temps de s'engager au sein d'une association, surtout en début de carrière. On a déjà pas mal de choses à gérer, on essaie un peu d'être stable, mais retourner une après-midi, discuter avec des élèves, contacter les anciens profs, déjà souvent ça fait plaisir aux professeurs, mais aussi ça prend pas forcément beaucoup de temps, ça peut être une intervention pendant 30 minutes, 1 heure à la fin d'un cours d'éco ou d'histoire ou que sais-je, et je pense que ça peut vraiment marquer des étudiants, marquer des lycéens et les aider dans leur orientation. Après le programme à Singapour, tu obtiens ton master en finance. Ouais, donc en fait, donc le programme à Singapour, c'était un programme sur 2 ans, et en parallèle, j'avais le programme Grande École à Grenoble. Donc je fais une année de césure. Donc je fais un premier stage au sein de COFAS, ça s'appelle BPI France Assurance Export maintenant. Donc j'étais dans une équipe qui faisait du financement d'avions et un peu de trucs militaires, mais moi j'étais plus sur les avions. Et en fait on m'avait dit que si je voulais travailler en financement de projet, il fallait que j'arrive avec une première expérience en analyse financière. Donc j'avais trouvé ce stage, et à la suite de ce stage, en fait, j'avais enchaîné avec un stage au Crédit Agricole au sein du département risque sur les financements de projets d'infrastructures, donc infrastructures au sens large, aussi bien les infrastructures de transport que les projets énergétiques, les projets oil and gas. Et ce qui était super en fait dans ce stage, c'est que ça m'a permis en fait de voir une grande diversité de projets. Je me rappelle qu'on avait revu dans l'analyse risque le projet de la Sorbonne à Abu Dhabi, ou des projets de stade
Donc c'était très bien comme entrée en matière. Et donc suite à cette année de césure durant laquelle j'étais payée d'ailleurs pour revenir sur la question du financement, j'ai enchaîné en fait avec ma dernière année d'études que j'ai faite en alternance. Donc je travaillais au sein d'HSBC dans le département projet et export, Project and Export Finance, et donc du coup j'étais analyste donc chez HSBC, et en même temps je faisais mes études. Donc j'étais à Paris, et une fois par mois, je crois j'étais à 3 semaines à Paris, 1 semaine à Grenoble. Donc j'étais un peu entre Paris et Grenoble pour ma dernière année. Comment ça se passe, l'obtention de ton premier stage? Est-ce que tu trouves c'était facile? dur, c'était super dur. C'était dur déjà parce que j'étais pas en France. J'étais à Singapour, donc on avait 6 heures ou 7 heures de décalage horaire. Je crois que j'avais dû envoyer une centaine de candidatures, vraiment. J'avais eu quelques entretiens pour des trucs super, mais j'avais pas été prise. Donc j'étais un peu découragée. Mais finalement, force de postuler, j'avais fini par trouver un stage. Mais c'était pas facile. En fait, une fois que le premier stage est passé, je trouve que pour tous les autres stages, ça a été assez... Bon, l'alternance, c'était dur aussi, mais c'était plus par rapport au rythme. Mais après la première grosse expérience, c'est beaucoup plus simple. Mais là, c'était assez dur d'obtenir le premier. Mais ensuite, pour le deuxième stage, ça a été assez facile. Et quand ensuite j'avais les deux entités, les deux noms sur mon CV, même pour l'alternance, ce qui était dur, en fait, c'était de trouver une structure qui acceptait mon rythme. Et moi, j'avais une idée bien précise aussi de ce que je voulais en alternance, parce que maintenant, je savais que je voulais faire du financement de projet. Et c'était un peu dur de trouver une alternance en front office, parce que front office, en fait, c'est les équipes un peu plus commerciales qui sont en front. Comme j'avais un rythme où j'étais pas là 1 semaine par mois, parfois durant le mois j'étais pas là 2 semaines, il y a pas mal d'équipes qui étaient pas forcément à l'aise avec ce rythme, et finalement j'avais trouvé une équipe, cette équipe d'HSBC qui avait accepté de me prendre, et je pense que ça a été une très bonne expérience. Et suite à ça, donc j'ai continué en banque, et j'ai rejoint l'équipe financement d'infrastructures de Londres à la Société Générale pendant presque 2 ans, 1 an et demi. Et là en fait j'avais trouvé l'offre sur LinkedIn, j'avais postulé pour mon alternant, j'avais trouvé l'offre sur Job Teaser. C'est vraiment des candidatures en ligne. Et pour le VIE, en fait, j'avais vu l'offre sur LinkedIn, j'avais postulé. Je me rappelle, on était à Grenoble, là, on préparait l'examen de fin d'études. J'avais vu cette offre et je me suis dit non, une offre en infra, c'est exactement ce que je voulais faire. J'avais passé les entretiens, c'était hyper stressant. J'avais des tests de modélisation financière, là, j'étais persuadée que j'allais pas être prise. Oui, la modélisation financière, l'histoire de ma vie. Et finalement, j'avais été prise, et franchement, c'était une expérience de fou. J'avais une équipe adorable. Je travaillais sur des projets très intéressants, et je me disais mais c'est bon quoi, enfin je fais du project finance. J'étais super contente, et donc voilà, depuis je suis un peu dans le même secteur. J'ai quitté la banque. Donc à Londres, après la SOG, j'ai rejoint un fonds d'investissement qui était spécialisé dans le financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Donc là, c'était plus de la dette, mais c'était de l'equity, en fait, des fonds propres qu'on mettait dans les projets. Et j'avais envie de voir autre chose, parce que à la banque, en fait, je trouvais que tu voyais vraiment juste une partie des projets, alors que dans un fonds, j'avais l'impression que j'aurais l'opportunité de voir, d'être beaucoup plus impliquée, de voir des aspects en amont qu'on ne voit pas forcément en banque, et de finalement pouvoir voir l'évolution du deal pendant toute sa vie. Et je regrette pas d'avoir fait ce choix. Et aujourd'hui, donc j'ai passé un peu près de 2 ans dans ce fonds, et ensuite j'ai eu une opportunité qui s'est présentée d'aller travailler au Sénégal, toujours donc dans un fonds d'investissement dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Et donc depuis février 2020, je travaille dans ce fonds, et donc sur des grands projets d'infrastructure et de développement en Afrique. Est-ce que tu peux nous parler des raisons qui t'ont poussé à postuler à Dakar ? Je pense que
étant franco-sénégalaise et ayant une double culture, je pense que je me suis toujours dit que un jour j'irai travailler en Afrique, pas forcément au Sénégal, mais c'est un peu un truc qui résonnait en moi, parce que c'est une partie de mon identité aussi. Et donc je pense que le fait de vouloir aller vivre en Afrique et travailler en Afrique, bah, c'était aussi un moyen de finalement de cultiver une part de mon identité. Et aussi, en fait, il y a énormément de choses à faire dans ces pays. On a des vraies problématiques de développement et j'avais envie de contribuer à mon échelle à favoriser en fait le développement dans ces pays aussi, et notamment au Sénégal. Et donc quand l'opportunité s'est présentée, j'avoue que j'ai pas réfléchi très longtemps. J'avais eu une offre dans une autre structure à Londres qui couvrait des projets aussi en Afrique, mais je me suis dit, quitte à travailler sur des infrastructures en Afrique, autant être basé sur place pour je pense que c'est plus tangible. Et voilà, moi depuis la fin de mes études, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller vivre, travailler à l'étranger. Je pense que Londres, ça m'a permis aussi d'avoir une certaine ouverture, et j'avais l'impression qu'en France, j'aurais pas forcément eu la possibilité d'exploiter tout mon potentiel. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à la fin de mes études. J'avais eu en étant diplômée, j'avais déjà eu plusieurs expériences professionnelles avec les stages, l'alternance, et la vibe, en fait, ouais, je trouvais que la vibe était un peu étouffante à Paris. J'avais l'impression que j'évoluerais plus rapidement et peut-être dans un univers plus dans un univers plus qui me pousserait plus à me dépasser à l'étranger. Au cours de tes expériences professionnelles et aussi peut-être même depuis l'école, est-ce que tu as senti ta différence ou est-ce qu'on t'a fait ressentir ta différence? Et est-ce que ça a eu un impact sur ton évolution professionnelle, notamment sur ta décision de partir vivre au Sénégal? T'étais à Londres avant. Oui, et en fait, bah oui, ma différence, j'ai pu la sentir même au lycée. Hein, en fait, je me sentais un peu différente parce que, tu vois, les gens aiment bien caser, mettre des individus dans des cases, et moi, je suis assez difficile à mettre dans une case, tu vois. Au lycée, bah, je pouvais très bien être la fille qui faisait du basket, qui rigolait avec tout le monde, mais j'étais la première de la classe. J'aimais des choses assez, contradictoires en fait pour les gens, et donc du coup, je me sentais différente dans le sens où j'avais des amis très différents et on avait un peu du mal à me caser. Mais oui, en arrivant en prépa, bah oui, bien sûr que je l'ai senti la différence. J'étais dans une classe où on va dire 90% des élèves avaient des parents qui avaient fait une prépa, étaient familiers à ce système. Moi, j'avais mis prépa dans mes vœux parce que je me disais que ça me donnerait plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment en faire en termes d'études. Parce que voilà, t'es bonne élève, on te dit va en prépa. Et je savais qu'en tout cas, ça me fermerait pas des portes par rapport à ce projet que j'essayais de définir, qui était très flou, mais je me disais, ça me ferme pas de porte. C'était un peu ma démarche quand je faisais mes choix d'orientation, garder le maximum de portes ouvertes possible. Dans le milieu professionnel, je me suis sentie différente, effectivement, en travaillant en banque. Bah voilà, hein, pour être clair, souvent j'étais la seule noire de tout le floor. On n'était pas forcément nombreux à venir de banlieue, mais si tu veux, ma différence pour moi, je l'aperçois toujours et je l'ai perçue comme une force. J'ai jamais senti que ma différence posait problème avec les personnes avec lesquelles je collaborais. Au contraire, j'avais l'impression que voilà, tu t'attires un peu l'attention, les gens essaient de comprendre un peu ton parcours, et moi, ma différence, je l'ai vraiment vue comme une force en termes de capacité d'adaptation. Le fait de pouvoir passer d'une réunion en banque avec les dirigeants à rentrer à Créteil et voir des petits qui sont en train de vendre du shit, finalement, c'est une même personne qui vit ça dans une même journée, et moi, je l'ai vraiment perçu comme une force.
Après, c'est vrai que par rapport à mon choix d'aller vivre à l'étranger, en fait, moi, c'était vraiment une question d'ambiance, tu vois. J'avais l'impression les gens se plaignaient souvent à Paris. Moi, de tempérament, je pense que je suis plutôt positive. Et j'avais l'impression qu'on étouffait ma positivité, en fait. Et je sais pas si c'est forcément mieux ailleurs, mais en tout cas à Londres, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas ressenti. Au contraire, je trouvais que c'était, d'être entourée de personnes, ambitieuses. Enfin, je trouve qu'il y avait du rythme à Londres. Des good vibes. Des good vibes. Voilà, c'est mon expression que j'aime, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti à Londres et que je sentais pas forcément à Paris quand j'étais en alternance, le métro boulot dodo, les gens qui se plaignent dans le métro. Enfin, j'étais traumatisée. Je me suis dit non, en fait, je veux pas commencer dans cet environnement. Et après, je suis pas en train de dire que Londres est mieux que Paris ou un autre pays. C'est vraiment mon expérience, ma manière de ressentir les choses. Moi, je suis très sensible à l'environnement qui m'entoure et je sais que pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout le cas. Quand on regarde un peu en arrière et qu'on regarde tout le chemin que tu as parcouru, je pense qu'il y a ça suscite un sentiment positif, un sentiment d'accomplissement peut-être. Est-ce qu'il y a quand même un revers de la médaille et est-ce que selon toi, cette réussite, elle s'accompagne quand même d'un coût ? Oui, je pense que quelque chose que j'ai vécu personnellement, en fait, je pense que de nombreuses personnes qui ont mon profil, qui sont issues de l'immigration, qui viennent de banlieue. Donc oui, effectivement, je pense que quand on regarde comme ça et dans ce que je vous décris, on peut se dire c'est tout beau, c'est tout rose. Mais bien sûr, dans ce chemin, il y a eu des échecs, il y a eu des moments de doute, des moments de stress, aussi bien durant les études que dans au moment de l'insertion professionnelle. Il y a un truc que je voudrais partager avec toi et avec tes auditeurs, en fait, c'est que je pense que pour de nombreuses personnes issues de l'immigration ou qui ont mon profil, qui ont envie de se battre pour avancer, pour réussir, on a tendance à se mettre une sorte de pression. Et moi, il est vrai que je n'ai pas reçu, je peux pas dire que mes parents me mettaient la pression par rapport à mes études, par rapport à la réussite. Enfin, je les ai trouvés plutôt bienveillants, en retrait. Mais en fait, moi, je me suis mis une énorme pression à moi-même pour mon bac. Enfin, tu vois. Moi, le bac, j'ai passé mon épreuve d'histoire en pleurant parce que je me disais, mais en fait, il y avait une fuite. Et je maîtrisais pas très bien. En fait, je pense que je maîtrisais bien mes cours, mais comme je les maîtrisais pas parfaitement, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Il y avait eu une fuite, les sujets avaient changé, je connaissais pas les sujets, j'ai paniqué, bref. Et du coup, j'ai passé mon épreuve d'histoire en pleurant. Alors que j'aurais très bien pu avoir la même note et vivre cette expérience sereinement, mais je pense que je l'ai mal vécu parce qu'en fait je me mettais une pression énorme, tu vois. Pourtant j'ai eu la mention très bien, mais le bac, je crois que c'était une des épreuves les plus difficiles, alors qu'il y avait pas forcément de raison pour que ça le soit, mais je me disais il faut que j'ai mon bac avec la mention très bien, comme ça j'arriverai à avoir une bourse de mérite, comme ça ceci cela, et je pense c'est bien d'avoir de l'ambition, d'avoir des objectifs, mais il faut faire aussi attention à penser à soi, à penser à sa santé, à son bien-être. J'étais pas non plus malade, hein, mais le problème c'est que c'est un mécanisme que j'ai développé, on va dire, au lycée, et j'ai continué dans ce mode de pression là, en m'insérant dans le monde professionnel. Donc déjà pendant les études, c'est tu rentres à Grenoble, faut que tu aies un des meilleurs masters, tu vas à Singapour, tu rentres de Singapour, faut que tu aies les meilleurs stages, ensuite les stages, faut que tu aies le boulot, quand tu as le boulot, la promotion, et en fait tu es toujours dans ce mode de de pression que tu te mets à toi-même, et il faut faire attention parce que en fait, quand tu atteins certains objectifs, après tu peux avoir un espèce de contre-coup où tu te dis mais en fait
tout ça pour ça. Non pas que tu dénigres la situation dans laquelle tu es actuellement, mais tu dis, mais finalement, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir, ou est-ce que c'est vraiment ce qui a de l'importance à ce stade de ma vie? Donc c'est important, je pense, de ne pas s'oublier et de se dire que oui, on peut vouloir entre guillemets réussir. Déjà même réussir pour moi, je chemine encore vers cette définition de ce qu'est la réussite pour moi, parce que comment je définissais la réussite en étant au lycée ou en école de commerce, c'est pas du tout la même définition que j'ai aujourd'hui, je pense, ou que je suis en train de définir. Et donc du coup, je pense que c'est important d'avoir des objectifs, de se surpasser, mais sans oublier son bien-être, et en se disant qu'on n'a pas apporté le poids de la famille ou le poids de la banlieue sur nos épaules, parce que c'est lourd en fait à porter. Je pense que c'est important parce que ça peut mener à des situations où tu frôles des surmenages juste parce que toute la vie tu t'es mis la pression, et donc il suffit que tu te retrouves dans une situation avec un peu de pression, là t'exploses en vol en fait. Donc je pense que c'est important de bien garder ça en tête et de se dire que la priorité en fait c'est son bien-être. Et même dans les choix d'orientation, moi je pense que j'avais un peu cette petite lumière où je te parlais des projets de développement, mais finalement je me retrouve aujourd'hui à bosser dans un fonds d'investissement, et je pense que je suis bien retombée, parce que ça m'a permis d'allier différents éléments qui m'intéressaient. Mais je pense que le fait que je travaille aujourd'hui en finance, c'est pas anodin, tu vois. Je me suis peut-être pas donné la possibilité d'explorer des métiers qui présentaient un peu plus d'insécurité, parce que je me disais non, ça c'est pas une option pour moi. Moi j'ai pas de je viens pas forcément d'une famille hyper aisée, et donc j'ai besoin d'avoir une certaine sécurité financière. Mais ça doit pas se faire au détriment de qui on est vraiment. Et je pense pas que ces choses-là soient antagonistes, mais je pense que c'est important de pas l'oublier dans les choix qu'on fait, et dans la manière aussi d'aborder les études, le travail, de se dire qu'on n'a pas qu'on peut être une sorte de modèle, on peut essayer d'inspirer les gens modestement, mais essayer de les inspirer, mais ça veut pas dire derrière qu'on est responsable de la réussite des gens ou des choix qu'ils feront ou des choix de la famille. Il faut faire attention à pas tout mélanger, parce que derrière ça peut avoir un impact assez important sur la santé physique et mentale. Ah ouais, justement, tu nous parlais de good vibes. Est-ce que tu as un petit son, une petite citation pour nous remettre dans l'ambiance, et tu sais ce truc que t'écoutes pour te redonner la niaque, la motivation? Si on peut parler des sons, je me rappelle que quand je passais mes entretiens ou avant les examens, je me mettais toujours dans un mood de guerrière, tu vois. Un son que j'aimais trop écouter et que j'écoute encore souvent quand j'ai des entretiens, c'est I Know I Can de Nas. Je sais pas si c'est juste I Can le titre. I know I can be what I wanna be. If I work hard at this, I be where I wanna be. Et donc ça c'était trop mon son, je le mettais à fond. I know I can. Donc je sais que je peux être où je veux être, et si je travaille dur, j'y arriverai. Donc ça, j'écoutais ça avant mes entretiens. Et un autre son que j'aimais bien écouter, c'était L'avenir est à nous de Cool Chain, Rof, donc ça aussi mais je l'écoute encore en fait quand j'ai des petites échéances comme ça ou des petits trucs qui me stressent, j'écoute ça et ça me met dans un mood tu vas y arriver. Et en fait je pense que ça marche, je pense que chaque personne a un petit truc qui redonne la force. Donc moi c'était un peu ces sons, parler à la famille aussi, les petites motivations de la daronne, du daron, les petites prières. Mais ouais, moi c'est grave des sons qui me donnent la pêche. J'avais un peu une playlist, je crois que sur Spotify j'ai un peu une playlist en mode on va tout péter. Avec des sons du collège, tu vois, ça me met vraiment dans le mood tu donnes tout ce que t'as et après on verra. L'avenir est à nous. Ouais, l'avenir est à nous, écoutez-le. Je crois que c'est Cool Chain. Ouais, c'est Cool Chain, Rof,
Dadou, non? Je sais plus, mais en tout cas, ce son-là, c'était trop mon son. Ah oui, un peu de Kerry James aussi, ça faisait du bien de temps en temps. Ah ouais. Le combat continue. Ça aussi, c'est un de mes sons qui me motivait avant mes entretiens. Alors, peut-être tu nous partageras ta playlist. Ouais. Alors, dernière question. Avec du recul, tu dirais quoi à la jeune Hawa? Ce que je dirais à la jeune Hawa, c'est continue à foncer, sans stress, go with the flow, comme tu sais si bien le faire, et ouais, continue à foncer et pose-toi moins de questions. C'est vrai que moi je me pose quand même beaucoup de questions. Après c'est bien aussi de se poser des questions, mais je pense que parfois faut juste y aller quoi. J'aime beaucoup ta petite phrase. Parce que je trouve finalement, je trouve quand on regarde en arrière que ça illustre parfaitement tout ton cheminement. Le go with the flow. Le go with the flow, ouais. Go with the flow, tu trouveras ta voix. En y repensant, je trouve que c'est la plus belle manière de résumer tout ce que tu nous as dit. Bah merci. Mais merci à toi, Hawa. Merci pour cette invitation et j'espère que ça pourra aider autour de toi et voilà. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce premier épisode de 2022 et refait le plein de good vibes. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à lâcher quelques étoiles et un commentaire pour soutenir l'escalier sur les plateformes d'écoute. Pour connaître la suite de l'ascension d'Hawa, je t'invite à la retrouver sur LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram ou TikTok @l'escalierpodcast si tu souhaites me recommander un héros de ton quartier ou me poser une question. Et surtout, reste motivé et continue de monter.